Eh bien, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce live qui a pour thème ce soir, pourquoi depuis le deuil de mon enfant, eh bien, je m'interdis d'être heureux ou heureuse selon le genre. Alors, mon intention dans ce live de ce soir, c'est que chaque personne qui est concernée est bien sûr unique, mais cependant, en fait, mon intention, c'est vraiment de vous donner matière à réfléchir avec les questions et les réflexions les plus récurrentes que j'ai pu entendre de la part des parents que j'ai rencontrés. Et donc, voilà, j'ai utilisé un petit peu tout ce que j'avais entendu, vu, lu, pour essayer de vous apporter un petit peu de clarté autour de ça. Même si vous n'êtes pas tout à fait dans ce dans ce mouvement que je vais peut-être, dont je vais peut-être parler, eh bien, peut-être que ça peut aussi vous générer des idées. Euh, En revanche, peut-être que ce que je vais vous dire aussi peut parfois vous challenger par rapport à ce que je dis, qui peut être en rupture avec là où vous en êtes dans votre deuil. Euh, Mon intention, c'est de vous donner plutôt matière à réfléchir. Donc, si vous vous sentez peut-être un petit peu challengé à un moment ou à un autre, eh bien, je vous invite, si vous êtes en direct, à me faire part de vos réflexions tout de suite. Si vous regardez en replay, eh bien, je suis également très intéressée pour lire vos messages et peut-être y répondre, apporter de la précision si ce que j'ai dit n'a pas été très très bien compris ou au contraire si vous avez envie de plus d'explications. En tout cas, que vous soyez en direct ou en replay, eh bien, je vous invite à échanger avec moi si vous en sentez le besoin et si vous en avez l'élan. Voilà, donc si je vous disais, donc, si vous êtes un petit peu challengé, je vous invite aussi à laisser passer cette émotion. S'il y a un mouvement de colère ou s'il y a quelque chose qui, dans ce que je dis, vous dérange un peu, euh, laissez passer cette émotion pour essayer d'écouter et voir qu'est-ce qui est challengé chez vous, qu'est-ce qui vous dérange, parce que peut-être c'est peut-être que j'ai touché quelque chose qui est important ou que je réveille quelque chose et qui peut être une piste de travail pour vous aider à avancer dans votre deuil. Vraiment, l'idée, c'est de vous aider, c'est de vous donner des pistes de réflexion et c'est de vous apporter un maximum de choses pour vous aider à avancer dans tout ça. Voilà mon intention. Dans ce que j'avais voulu commencer par remettre un petit peu le thème qui est le deuil périnatal, qui est un deuil très particulier. Et je pense que c'est important de remettre ça tout de suite comme base, parce que en fait, c'est le fait de ce deuil périnatal qui est très particulier, qui peut renforcer cette problématique où je ne m'autorise pas à être heureuse. Donc j'ai envie de revenir d'abord là-dessus. Le deuil périnatal, qu'est-ce qu'il a de particulier avec les autres deuils? Même, c'est pas une question de douleur, mais c'est une question de contexte. C'est que le deuil périnatal, c'est un deuil de l'avenir. Et en fait, c'est ça qui le rend très particulier. Parce que quand vous avez attendu ce bébé, eh bien même des fois même avant la conception, on a déjà imaginé, on se voit déjà dans une vie avec ce nouvel enfant, on se projette, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, et puis on se projette peut-être même jusqu'au moment où ils vont partir du nid et faire leur propre vie. En tout cas, on se raconte beaucoup d'histoires au sein du couple, avec les copines, avec d'autres, et puis avec soi-même aussi, où ce bébé, on imagine des tonnes de choses avec lui pendant qu'il est simplement dans nos prévisions, ou quand il a commencé à être dans votre ventre. Et en fait, toutes ces projections-là, elles ont tendance à vous entraîner dans plein de choses qui sont toutes formidables, parce que bien sûr, quand on rêve pas de choses pas cool, on rêve que de choses qui nous font plaisir. Et en fait, vous avez bâti énormément de choses avec votre bébé avant même de l'avoir rencontré.
Et du coup, eh bien, ce décès trop précoce, qu'il soit un décès in utero ou un décès au bout de quelques jours, eh bien, vous avez une impression d'inachevé qui rend le deuil complètement irréel. Et en fait, ça rentre en ligne de compte. On va avancer un petit peu. Je vois qu'il y a quelques personnes là qui se connectent et bienvenue, j'en suis ravie. Si vous avez besoin d'échanger, je vous invite vraiment à utiliser la partie commentaires. Il y a souvent un petit décalage entre vos commentaires et le moment où je peux les lire. Et puis en plus, si je suis dans le flot de ma parole, je vais peut-être du coup terminer mon propos pour revenir à vos questions. En tout cas, je vous invite vraiment à un maximum d'interaction avec moi parce que c'est ça qui va aussi vous apporter de la valeur. Et puis moi, ça m'évitera d'être dans des généralités qui peut-être ne correspondent pas à votre réalité. Donc sentez-vous libre de dire ce que vous avez à dire dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir que je les lirai et que je les utiliserai aussi pour vous apporter des réponses si c'est nécessaire. Je reprends donc sur la particularité du deuil périnatal. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de souvenirs communs avec votre bébé. Les plus gros souvenirs, finalement, ce sont les mamans qui les ont parce qu'elles sont H24 avec leurs petits et elles ont des sensations corporelles. Le papa, bien évidemment, quand il est présent, bien, il partage aussi des choses, mais du coup déjà un petit peu moins. Et puis l'entourage familial, encore moins. Et c'est ce qui rend encore ce bébé irréel, justement, et qui peut faire qu'on s'attache à d'autres trucs. C'est également un deuil tabou, le deuil périnatal. On n'en parle pas. Et j'ai eu d'ailleurs récemment une dame au téléphone qui me disait qu'elle avait repris le travail et elle n'avait pas osé parler de cette grossesse qui s'est interrompue trop tôt et finit par un décès, parce qu'elle a des jeunes collègues. Et en fait, même vous qui êtes dans ce mouvement-là en ce moment, eh bien même vous pouvez peut-être avoir du mal à en parler pour pas traumatiser d'autres. Et en fait, du coup, c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas, que personne ne sait, et c'est aussi pour ça que l'entourage n'est pas en capacité de vous soutenir parce qu'ils savent pas quoi faire, parce qu'ils comprennent rien à la situation, et du coup ils sont très empotés dans la manière dont ils pourraient bien vous aider. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus les proches nient l'existence de l'enfant, et vous avez sans doute été victime parfois de leur maladresse, t'en fais pas, t'en referas un, heureusement il était jeune, tu l'as pas trop connu, c'est moins grave. Et toute ces discours qui sont très minimisants par rapport à votre enfant, eh bien le fait qu'on minimise cette grossesse, ce bébé, ce que vous aviez projeté avec, eh bien quelque part vous avez besoin de vous raccrocher à cette existence parce que même pour vous c'est irréel. Et finalement cette tristesse que vous pouvez entretenir parfois involontairement et très souvent, majoritairement du temps, la majorité du temps de manière involontaire, eh bien, c'est une manière de vous dire non, ça a existé, je ne suis pas dans le rêve, et que cette tristesse entretenue, finalement, elle vous accroche sur le fait que oui, il y a bien eu un bébé, et oui, il y avait bien des projets, etc. Et ça peut être un frein justement au fait que vous puissiez dépasser cet événement tout aussi douloureux qu'il soit. C'est un deuil aussi qui met le couple très très à mal. Et c'est pas facile parce que vous êtes tous les deux malheureux, mais avec des façons d'être malheureux différentes. Souvent, on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois quand j'ai évoqué le couple. Je referai certainement un live aussi là-dessus. Mais en tout cas, si les étapes du deuil sont uniques pour tout le monde, eh bien, non, je recommence. Si les étapes du deuil sont les mêmes pour tous, avec un certain nombre de successions d'étapes, eh bien, la manière dont on voyage à l'intérieur de ces étapes, c'est complètement personnel et on ne voyage pas de la même façon dans ces étapes, non plus au sein du couple, même si on s'aime, même si c'était le même projet, etc. Et de nouveau, parfois, ce décalage dans le couple, il peut être aussi source de cette tristesse qui s'entretient. Et en fait, toute cette tristesse qui s'entretient, la plupart du temps malgré vous, mais parfois avec une forme un peu intentionnelle, eh bien, tant que vous ressentez de la douleur quelque part,
C'est une façon de protéger votre psychisme, de ne pas devenir complètement folle et de dire ben, je ressens de la douleur, donc effectivement ça a existé. Et bon, c'est une construction d'esprit, c'est souvent là où en sont les parents quand ils viennent me voir, mais c'est ça aussi qu'on travaille parce que c'est en dépassant ça qu'on peut aussi traverser son deuil et aller mieux, sans oublier son bébé bien évidemment. Et là, je vais m'appuyer sur des notions de psychologie et où ce qui est important, c'est de différencier le trauma du traumatisme. On est un petit peu dans les gros mots, je vous explique. Le trauma, en fait, c'est un fait. Le fait, c'est ben, votre bébé est décédé dans telle et telle circonstance. Ça, c'est un fait. Mais ce fait-là, parce que nous sommes humains, il est toujours soumis à interprétation avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on nous a dit, avec nos croyances, avec nos connaissances, etc. Et en fait, c'est de cette interprétation qu'on va faire du fait qui va donner un éventuel traumatisme. Le traumatisme, en fait, c'est le fait de ne donner qu'une seule interprétation à la problématique, c'est-à-dire mon bébé est décédé, c'est une tragédie, je ne dis pas que ce n'est pas difficile, bien évidemment, c'est une tragédie et je ne vois que ça parce que bah, c'est comme ça que je l'interprète et c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement du tout à voir avec ça, mais c'est dans ce traumatisme-là, mémoire fixée, où tant qu'on est fixé avec ce deuil, ce n'est que l'horreur, que ben, du coup on n'est pas capable d'accéder à autre chose. Donc c'est ça aussi le travail que je peux d'accompagnement que les thérapeutes font et que je peux faire aussi, c'est de dissocier en fait le traumatisme de l'événement. Parce qu'en fait, le travail de deuil, qui est un travail naturel qui prend son temps, eh bien, quand le travail de deuil sera plus avancé, je ne sais pas où vous en êtes là, parmi les personnes qui regardent, mais si vous avez l'occasion d'échanger avec des parents qui ont vécu ce deuil il y a beaucoup plus longtemps, ils seront capables de vous dire que oui, ok, c'était de la souffrance, c'était de la douleur et c'était beaucoup de tristesse, c'est certain. Mais plus tard, en fait, quand on se retourne sur l'événement, eh bien, on voit aussi que cet événement, à la hauteur de la douleur qu'on a ressentie, eh bien, il nous a aussi amené d'autres choses. Et c'est ça qui va venir refaire de l'équilibre entre c'est extrêmement difficile ce qui m'arrive, mais aussi il m'est arrivé d'autres choses. Et c'est ça aussi qui est à travailler dans le processus de deuil. Vous allez peut-être vous découvrir des compétences incroyables de résilience. Vous allez peut-être apprendre des tas de choses sur vous-même, sur votre résistance à la douleur, sur vos capacités à gérer des événements douloureux. Vous allez peut-être contacter de nouveaux désirs, vous allez faire des apprentissages, vous allez avoir une énergie différente pour faire des choses différentes, vous allez peut-être vous engager dans des associations, vous allez peut-être faire des tas de choses parce qu'il y a eu ce deuil. Et des choses extrêmement positives aussi qui peuvent sortir de là. Je sais que peut-être là c'est un petit peu tôt pour vous. Voyez peut-être ce que je suis en train de vous dire comme quelque chose qui peut vous aider un jour à aller mieux parce qu'il y aura des choses positives qui vont sortir malgré une route difficile, ça je peux vous l'assurer. Voilà, du coup je vais laisser ce sujet-là. Je vous invite à me dire s'il y a quelque chose qui coince, vraiment sentez-vous libre de me faire un retour, que je puisse peut-être reformuler si ma formulation est un petit peu trop crue ou pas juste pour vous. Tout est ok. Je reviens sur cette question de la tristesse, justement, qui est le thème central de ce live. La tristesse, bien évidemment, elle fait partie du processus de deuil. Et c'est peut-être l'émotion la plus importante dans le processus de deuil. Je vais venir du coup sur un concept très neuroscience. Qu'est-ce que veut dire la tristesse en termes d'émotion? En fait, la tristesse, c'est une invitation au repli.
Et pourquoi cette invitation au repli? Toutes les émotions, en fait, nous invitent à avoir une action. Et la tristesse, l'action qu'elle nous demande, c'est de nous mettre en retrait. En fait, le retrait, il est fait pour digérer l'information, parce que c'est tellement incroyable, et c'est encore plus incroyable dans le cadre du deuil d'un enfant, parce que c'est pas la logique de la nature. Et dans cette anti-logique, il y a encore plus d'incompréhension. Et donc, il y a une grosse digestion à faire de ce phénomène qui est complètement anormal dans le cycle de la vie. Et cette information inconcevable, il y a besoin de temps pour la digérer. Et pour ça, il faut être moins sollicité pour pouvoir faire le travail psychique. Donc, la tristesse, elle nous invite à nous mettre à l'écart. Et dans cette mise à l'écart, il y a moins de sollicitations et ça nous permet de digérer en paix. Et puis cette digestion qui est faite pour sublimer en fait le lien d'attachement, où on avait un lien d'attachement aussi qui se faisait par le lien corporel. Là, il n'y a plus de corps physique et le lien d'attachement, on va le créer d'une autre manière, beaucoup plus spirituelle, dans un lien d'amour qui est intemporel. Et c'est ça aussi qui est très particulier dans le deuil et qui est aussi très beau. Quand on y a accédé, ça prend un petit peu de temps, mais c'est très beau. Et c'est ce temps-là du repli qui nous permet cette construction. Et la tristesse aussi que l'on manifeste, bien c'est aussi une invitation pour les autres membres du groupe, puisqu'en tant qu'humain, on a besoin du groupe pour exister. On ne peut pas subsister tout seul, on est beaucoup trop fragile pour subsister seul. Et comme on devenait encore plus fragile quand on est dans le cadre d'un deuil, eh bien la tristesse, les autres nous voyant tristes, en fait, viennent autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir, pour faire attention à nous, parce que nous, on n'est plus capable de faire attention à nous-mêmes, tellement on est dans notre tête et dans notre difficulté. Et c'est là où j'en viens à pourquoi je continue d'être triste et je m'interdis d'être heureuse. Eh bien, selon l'entourage que vous avez, vous pouvez avoir éventuellement un entourage extrêmement soutenant. C'est quelque part le cadeau qu'il y a dans le deuil, c'est d'être soutenu par les autres, et ça fait énormément de bien. Mais parfois, cet entourage est tellement soutenant, tellement contenant et fait tellement de bien que il y a un risque à devenir addict à ce soutien. Or, quand on est adulte, on a besoin aussi de challenge pour commencer. Même quand on est petit, on a besoin de soutien et de challenge. La vie, c'est équilibre, soutien et challenge. Il m'arrive des choses un peu challengeantes, c'est ça qui me permet de me développer. Et j'ai besoin de soutien de temps en temps. Quand c'est un peu difficile, j'ai aussi besoin de soutien. Mais en principe, c'est en équilibre. Là, il y a un déséquilibre qui se fait parce qu'encore une fois, c'est votre besoin du moment et ça, c'est OK. Mais parfois, on peut développer, malgré nous, une addiction à ce soutien. Et du coup, l'entretien de la tristesse permet de faire perdurer le soutien. Voilà, encore une fois, c'est une invitation à réfléchir. Et surtout, même si c'est le cas pour vous, c'est OK. C'est OK. Mais simplement, est-ce que vous avez les capacités de transformer ça? Et est-ce que ça vous, en tout cas, ça vous donne une perspective pour aller mieux? C'est d'être capable d'accepter, d'arrêter d'être addict au soutien. Parfois, c'est pas le cas, on n'a pas vraiment un soutien, donc là, l'addiction, on risque pas de l'avoir beaucoup. Et puis, parfois, cette tristesse, une autre raison, ça peut être aussi une tristesse, la tristesse qui dure, ça peut être une tristesse que je vais dire apprise. En fait, on a appris, et c'est plus ou moins culturel, je parle de la culture de notre noyau familial aussi, puis de la culture de notre famille un peu plus élargie, et puis après la culture de notre ville, de notre pays, etc. La culture, c'est très, très étendu. Mais cette tristesse, elle peut être acquise, c'est-à-dire que je suis en deuil, je n'ai pas le droit au bonheur. Et ça doit durer un certain temps, parce que si je ne fais pas ça, eh bien, je risque d'être jugée. Je risque d'être jugée comme une personne qui n'aimait pas mon enfant ou mon proche quand c'est dans d'autres circonstances. Mais si je ne suis pas triste,
c'est que j'y tenais pas quelque part. Et il peut y avoir beaucoup de peur par rapport au regard des autres, parce que culturellement, on a appris que être en deuil, c'est forcément être triste, et peut-être être triste tout le temps, ça dépend vraiment de cette culture-là. Euh, il y a des endroits, des pays, des cultures, où en fait, quand vous êtes en deuil, il y a un temps défini pour ce deuil. Et voilà, pour le deuil d'un mari, c'est 2 ans. Pour le deuil d'un enfant, c'est 1 an. Enfin, je vous dis des dates comme ça qui ne sont pas très justes, hein, parce que je suis loin de connaître tout. Mais en fait, c'est des tempos. Et c'est la société qui vous entoure qui dit que en deuil, un deuil, ça dure tant de temps. Et après, ben, tu peux refaire ta vie et tu repars parce que c'est l'élan de la vie. Le cycle naturel de la vie, c'est ça, c'est des hauts, des bas, et on reprend, et après l'hiver, le printemps. Mais l'hiver dure un certain temps. Et donc il y a des cultures où c'est délimité. Dans notre culture française, ça n'est pas délimité, mais selon votre culture familiale, eh bien, il peut y avoir des espèces de normes comme ça qui ne sont pas vraiment dites, mais voilà, où la tristesse est quelque part obligatoire. Je vous raconte une anecdote comme ça qui peut peut-être vous parler. Euh, mon papa est décédé, moi j'étais encore assez jeune, je n'avais que 16 ans. Et dans la culture de ma mère, qui était vosgienne, on faisait pour tous les deuils, on fait un pot à la sortie et on se retrouve et on passe du temps ensemble. Et forcément, quand on se retrouve entre cousins, entre tantes, machin, il y a du rire aussi parce que ça libère des choses, hein. Et ma grand-mère, qui elle était complètement d'une autre culture, quand maman a fait ce pot-là, ma grand-mère a été extrêmement choquée parce que elle, c'était pas du tout sa culture. Et voilà, donc il y a eu chamaille familial. Bon, je vous passe les détails, c'est pas le sujet, mais voilà parfois les différences de culture. Dans une culture, il faut être triste, sinon on n'aime pas. Et dans l'autre, peut-être c'est ok, on peut alterner entre tristesse et joie, et c'est ok, c'est juste le mouvement de la vie. Voilà, à voir vous dans votre culture si ça a une influence. Euh, et vraiment, j'insiste sur ce truc. C'est une erreur psychologique, c'est ce qu'on appelle aussi une croyance limitante, euh, que si j'aime mon bébé, je suis forcément triste. Oui, bien sûr, il y a de la tristesse, mais peut-être pas que, parce que le mouvement de la vie, ce n'est pas que de la tristesse. Voilà, je soumets ça à votre réflexion. Je vous invite vraiment à mettre en commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a aussi une grosse différence homme-femme. Encore une fois, je vais faire une grosse caricature parce qu'il y a dans la nature tout existe et tout est ok. Mais classiquement, les hommes étant élevés pour être forts, les hommes expriment beaucoup moins leur tristesse parce que ça se fait pas. Si tu pleures, si tu es triste, t'es pas un homme. Et par contre, pour les femmes, c'est beaucoup plus accepté et acceptable. Et donc cette grosse différence homme-femme fait que peut-être que les tristesses prolongées sont peut-être plus de l'ordre du féminin que du masculin. C'est ce qui fait aussi la grosse incompréhension qu'il peut y avoir parfois au sein du couple d'ailleurs, qui se travaille également quand on échange et qu'on arrive à comprendre comment fonctionne l'autre et ce qui manifeste et que c'est pas de l'indifférence mais simplement une manière culturelle d'exprimer les choses différemment. Et puis je vais venir sur un sujet qui a été commenté tout de suite quand j'avais fait mon post pour annoncer ce live, la culpabilité. La culpabilité, c'est une composante très forte dans le deuil périnatal. Culpabilité, honte, un peu les deux, un peu mélangées. Ces deux émotions qui sont relativement proches, même si elles sont toutefois différentes. Et cette maman, vous êtes peut-être derrière votre écran également, qui me dit mais c'est juste parce qu'on n'a pas réussi à faire un enfant, quoi. Et ça, cette culpabilité-là, c'est énorme. Et oui, c'est ce que vraiment on rencontre dans la majorité chez des mamans surtout. Encore une fois, une caricature, mais les mamans se sentent beaucoup plus coupables. Et c'est super injuste, mais c'est effectivement nos croyances, nos pensées. Donc c'est juste
dans votre ressenti, c'est injuste dans, dans les faits. Et en fait, les mamans, on se sent les uniques responsables parce que on n'a pas pu protéger nos enfants. Euh, alors, qu'est-ce qui fait ça? Il y a aussi une évolution culturelle. Il y a eu toute une époque où on maîtrisait beaucoup moins les naissances, où il y en avait plus, où la médecine avait beaucoup moins de capacités. Et je ne dis pas que le deuil périnatal était léger, c'est pas ça, mais en tout cas, il était beaucoup moins synonyme de catastrophe à une époque. Ça l'est encore dans certaines cultures, hein. Moi, j'ai travaillé pas mal au Sénégal en coopération, donc en tant que sage-femme. Et le décès d'un enfant rend effectivement les mères très tristes, bien sûr, comme chez nous, mais c'est une tristesse qui passe beaucoup plus vite parce que bah c'est comme ça, quoi, Inch'Allah. Et du coup, l'acceptation est plus rapide dans cette culture-là parce que des enfants qui décèdent in utero après des fausses couches, des décès très jeunes, dans les grossesses très jeunes, ben tout ça c'est la vie et ça fait partie de la vie et ça n'est pas considéré comme anormal dans certaines cultures parce que c'est fréquent en fait. Chez nous, ben maintenant qu'on maîtrise beaucoup mieux la fertilité, ça fait quand même une cinquantaine d'années qu'on a accès à la contraception beaucoup plus facilement. Et comme on maîtrise, et ça faisait partie des slogans de la contraception, un enfant quand je veux et si je veux, et le fait que l'on maîtrise la non-grossesse et donc l'arrivée d'un enfant quand je l'ai décidé, eh bien, puisque je l'ai décidé, forcément, il doit y avoir un bébé au bout. C'est encore une fois une construction mentale qui tient debout, hein, mais qui est un petit peu en dehors des lois de la nature, parce que si on se sent euh, fort et puissant de cette avancée technologique et de cette avancée de la médecine, et merci, c'est chouette, eh bien la médecine, la technologie, les médicaments, tout ça, ça a encore ses limites, et qu'on ne peut pas tout résoudre, et que oui, on fait beaucoup de choses magnifiques, mais qu'on n'est pas encore capable de résoudre et de faire des miracles. Et donc, si cette puissance, elle est fort agréable, cette toute puissance qu'on peut ressentir en tant que maman, elle est fort agréable quand on nous félicite d'être enceinte, quand on nous félicite à l'arrivée d'un enfant. Euh, c'est chouette, mais quelque part, c'est la vie qui nous a fait ce cadeau. C'est bien sûr qu'on y a participé, mais c'est la vie qui nous a fait ce cadeau. Et on n'y est pas toujours pour quelque chose. Le fait que l'enfant se niche dans le ventre maternel, la mère, elle est la gardienne, elle se sent responsable. Sauf que, quelque part, sur le plan très biologique, c'est comme un nouvel organe. Est-ce que je me sens responsable quand j'ai un labago, si j'ai pas spécialement fait de déménagement, si j'ai pas fait n'importe quoi, ben non, ça me tombe dessus. Est-ce que je me sens responsable et que je m'en veux quand j'attrape un rhume alors que j'ai vécu normalement? Ben non, pas forcément. Est-ce que je me sens responsable si je déclenche une appendicite? Ben non, c'est la vie, c'est la vie et on a de temps en temps des maladies et c'est la vie. Euh, et alors, je vais déplacer les choses pour vous justement questionner ça, parce que je sais que la culpabilité est là, il faut un sacré désherbant pour réussir à l'enlever. Et c'est bien sûr quelque chose qu'on travaille beaucoup, 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 parce que c'est quand on réussit à soulager cette culpabilité-là que le travail de deuil peut avancer beaucoup plus vite. Mais je vais vous prendre autre chose quand si vous faites du jardinage ou même à petite échelle, mais toutes les graines que l'on plante, en y apportant les mêmes soins à toutes, on n'a pas toujours une jolie plante. Et toutes les plantes, en mettant la même graine dans un pot, en apportant de l'eau pareil, en apportant des engrais pareils, en apportant notre attention de la même façon, eh bien les plantes, au bout de quelques temps, il y en a des petites, des grandes, et il y en a qui poussent jamais. Et quelque part, dans une analogie un petit peu triviale, eh bien l'enfant c'est pareil.
quel que soit le terreau qu'on met, et donc quelle que soit l'attention maternelle qu'on va mettre, et tous les efforts aussi, parce que parfois, ben oui, on ne boit pas d'alcool, on fait gaffe à la charcuterie, les machins, ça, voilà, il y a tout un tas d'attention à avoir. Et comment ça se fait? Parce que j'ai tout bien fait, et pourtant j'ai ça. Et oui, avec une forme de jalousie, par contre, parfois, où, ben comment ça se fait? Elle fait pas tout bien, et elle, ça va jusqu'au bout et ça marche. C'est pas que c'est injuste, c'est juste que, alors on le ressent comme une injustice, hein, je suis bien d'accord, mais c'est pas que c'est injuste, c'est juste que c'est la vie et que on n'a pas tout pouvoir sur la vie et que la vie elle fait bien ce qu'elle veut et que quelle que soit l'attention qu'on y porte, eh bien si elle a décidé que ça le ferait pas, eh ben ça ne le fait pas. Et si elle a décidé que ça le ferait, même si je lui porte pas d'attention, eh ben ça va le faire quand même. Et ça, c'est la vie qui décide. C'est pas nous les mamans. Et je sais pas comment ça résonne en vous, vraiment partagez si ça résonne, mais cette culpabilité, c'est votre poison. Elle existe, il n'y a pas à la juger. Et elle est terriblement ancrée. Elle semble légitime dans la construction qu'on se fait, parce que si j'ai porté l'enfant, c'est moi qui suis responsable. Mais elle est parfaitement fausse sur le plan de la physiologie. Euh, voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose, ça se travaille. Mais en tout cas, l'enfant est un être à part entière. Il a sa propre trajectoire de vie qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. Comme ben, même si parfois il y a des enfants qui naissent, qui vont bien, tout va bien, et puis à un moment il a sa propre trajectoire de vie et devient malade et il arrête de vivre très, très jeune encore. Et ça aussi c'est parfaitement inacceptable. Mais c'est le flux de la vie qui est comme ça, avec ces choses magnifiques et avec ces choses beaucoup moins belles, c'est vrai. La culpabilité, elle peut être d'autant plus grande parfois que quand vous avez décidé d'accepter des gestes d'IMG. Alors certes, vous avez plein de bonnes raisons, hein. L'idée, c'est pas du tout de juger ça, et tant mieux et heureusement que ça existe, hein, pour répondre aux besoins d'une grande partie des parents. Mais c'est une épreuve de plus dans l'épreuve que d'aller signer des documents pour accepter l'IMG. C'est une épreuve dans l'épreuve que de prendre des comprimés, de recevoir des injections, d'avoir des soins particuliers qui vont mener à cet accouchement prématuré qui clôture la grossesse. Et parfois, la culpabilité est énorme. Je lisais il y a quelques jours le témoignage d'une maman donc c'était une grossesse très jeune, euh, qui ne croyait pas, elle avait vu l'écho avec pas d'activité cardiaque, mais elle avait besoin de revoir une écho avant le geste parce qu'elle n'était pas sûre et que dans les fantasmes qu'on peut se faire et qui sont ok, ben, elle s'imaginait que peut-être on avait mal vu et on ne sait jamais. Et voilà, c'est cette incrédulité. Ça fait partie aussi du deuil. En fait, c'est le déni. Et du coup, ben voilà, accepter les gestes d'IMG, ça peut rajouter encore une dose de culpabilité, même si vous l'avez accepté et si on vous l'a proposé, parce qu'il y a une équipe médicale et tout un staff en comité d'éthique qui a pris le dossier en main, c'est que c'était légitime. Donc si c'est légitime, on peut lâcher l'affaire peut-être de la culpabilité. S'interdire d'être heureux, c'est donc un processus involontaire, c'est vos pensées qui vous amènent à ça, et dans votre construction de pensée, vous croyez que c'est juste, mais en fait, vous vous punissez vous-même, et c'est une façon de vous punir de ne pas avoir été suffisamment parfaite pour réussir à faire un enfant. Mais c'est une construction de l'esprit, ça n'est pas juste au niveau de la physiologie, je peux vous en assurer. Voilà, ça c'est la sage-femme qui parle. Et c'est vraiment un fantasme vraiment antinaturel que de se croire seul responsable du décès de son enfant. Votre enfant, il avait déjà une vie autonome, même dans votre ventre, même s'il ne pouvait pas se nourrir tout seul. Sa trajectoire de vie, elle était déjà autonome et vous n'y pouviez rien, c'était déjà écrit. Comme vous n'avez pas choisi quel spermatozoïde allait féconder votre ovule, eh bien vous n'avez pas choisi quel était
l'enfant qui allait pousser dans votre ventre. Et celui qui a poussé, c'était peut-être un enfant qui était fragilisé déjà ou qui avait une trajectoire de vie très courte, écrite dans les grands livres de l'univers, ou par Dieu, ça dépend à quoi vous croyez, ou par personne si vous ne croyez à rien. En tout cas, peu importe, vous avez vos propres constructions. Alors, vous me voyez peut-être venir un peu donc entre ce deuil un peu compliqué du deuil périnatal, entre cette énorme culpabilité que vous pouvez trimballer, eh bien, il y a aussi un autre thème qui peut vous empêcher d'être heureuse, c'est la peur d'oublier votre bébé. C'est souvent ça qui retarde le processus du deuil, dans le deuil périnatal en particulier. Euh, vous pouvez avoir peur d'oublier votre enfant en reprenant votre vie. Et d'autant plus qu'il a été tellement irréel quand la grossesse s'est arrêtée de bonne heure, que tant que vous souffrez, finalement, ça lui donne sa réalité. Et pour ça, je vous invite à réfléchir d'une autre manière. En fait, quel autre deuil vous avez déjà vécu? Quel que soit votre âge, vous avez forcément vécu un autre deuil. Alors, sachant qu'on va prendre le deuil au sens large, ça peut être le deuil d'un parent, d'une grand-mère, d'un oncle, de quelqu'un dans votre famille. Et si vous ne pensez à personne en particulier, ça peut être votre animal de compagnie quand vous étiez petit. Mais ça peut être aussi, les deuils, c'est aussi des pertes. Hein. Ça peut être la perte de votre doudou chéri, ça peut être une rupture sentimentale quand vous étiez ado, enfin des choses qui vous ont blessé, qui étaient des deuils, pas forcément un décès, mais un deuil. Eh bien, quel autre deuil avez-vous vécu? Et si vous vous replongez là-dedans, eh bien, aujourd'hui, est-ce que vous l'avez oublié? Je suis sûre que non. En fait, on n'oublie jamais une personne décédée. Jamais, jamais, jamais. On n'oublie pas, simplement on crée un lien d'une autre manière. Alors quand c'est un parent un peu éloigné, le lien il est un peu lâche, mais pour autant dans les dîners de famille, on va réévoquer le cousin Jules, l'oncle Georges, et ça on continue de faire vivre. Et puis vous allez croiser quelqu'un dans la rue, ah il me fait penser à lui, et donc on n'oublie jamais. Et donc votre bébé, quel que soit le temps de vie commune que vous avez eu avec lui, vous ne l'oublierez jamais. Il est singulier, ça sera lui. Même s'il y a d'autres enfants qui viennent derrière, ça sera jamais ce bébé-là, ça sera un autre qui va venir combler votre désir et ce que vous aviez envie en faisant ce bébé que vous venez de perdre. Mais en tout cas, soyez rassurés, personne n'oublie qui que ce soit. Et vraiment, si vous pouvez arriver à faire ce parallèle entre les autres deuils de votre vie que vous avez pu vivre, et je vous dis, même s'il faut aller chercher l'animal de compagnie, ou le doudou de quand vous étiez petite, ou votre poupée, prenez ça. Mais quand je vous dis ça, je sais que vous y repensez, et je sais que vous ne l'avez pas oublié. Donc votre bébé non plus. Donc c'est pas parce que vous changez d'émotion que vous allez repasser dans d'autres émotions, vous remettre dans la vie, avoir plus de joie et revivre parce que vous avez la chance, c'est le privilège d'être en vie et que ça dure pas si longtemps que ça. Eh bien, non, votre bébé, vous ne l'oublierez pas, mais vous allez avoir un lien beaucoup plus spirituel qui va vous nourrir d'une autre façon, c'est certain. Et j'avais envie de vous faire un autre petit parallèle, si le premier que je vous ai fait avec vos anciens deuils ne vous parle encore pas suffisamment. Eh bien, si vous vous interdisez d'être heureuse parce que vous avez perdu votre bébé, imaginez à l'échelle de la France, à l'échelle de la planète, à n'importe quelle échelle que vous voulez, mais si toutes les personnes qui ont vécu un deuil s'interdisaient d'être heureux parce que c'est la seule façon de garder le lien, vous imaginez un peu la morosité ambiante qu'on aurait? Alors, je ne vous dis pas que c'est pas juste, encore une fois. C'est juste quelque chose pour remettre, pour faire voyager votre esprit et peut-être ouvrir des cases pour penser différemment. Si toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un à qui ils étaient attachés poursuivaient leur vie en étant tristes à vie et très tristes à vie, mais ça serait quoi la vie, quoi? Il y en aurait plus, enfin, ça n'aurait plus de sens. Et donc, la vie, le mouvement de la vie nous invite à, eh bien, à poursuivre notre voyage parce qu'on a la chance et le privilège d'être en vie. Ça dure pas très longtemps. Pour les plus chanceux et les extrêmement chanceux, peut-être 100 ans, mais pas beaucoup plus.
et à l'échelle de l'univers, c'est extrêmement court. Est-ce qu'on a envie de passer notre vie à être que triste? Et bien sûr, dans un moment là où vous en êtes, vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et c'est normal, c'est un passage normal. Mais ne vous interdisez pas, c'est pas très élégant la manière dont je le dis, mais ouvrez la porte au fait de pouvoir revivre tout en restant connecté à votre enfant d'une autre manière. Je vais peut-être vous faire un dernier truc. Si ça avait été l'inverse, si votre bébé avait survécu et que vous soyez parti, euh, quand vous regardez votre bébé, vous lui diriez quoi? Est-ce que vous lui diriez d'être triste à vie parce qu'il a plus sa maman? Je ne crois pas. Vous voudriez qu'il vive, vous voudriez qu'il soit heureux, vous voudriez lui dire mais va, vis. Qu'est-ce que vous pensez que votre bébé pourrait bien vous dire si vous étiez connecté à lui? Est-ce que c'est pas ça qu'il a envie de vous dire? Va, vis, profite. Puis on se revoit plus tard. Va, vis, profite. Et j'arrivais sur un autre chapitre qui est la joie comme antidote. Alors, ça paraît un tout petit peu incongru là de parler de la joie, mais si. Alors là, je vous reparle de nouveau en termes neuroscientifiques et en termes de connaissance de qu'est-ce que c'est les émotions et comment ça marche. Eh bien, la joie, c'est notre émotion de base naturelle. En fait, on est programmé pour être des gens joyeux. Et il n'y a qu'à regarder ce programme qui n'a pas été trop altéré chez les enfants. Les enfants sont des êtres joyeux, ils sont tout le temps contents, de temps en temps ils pleurent, mais pas longtemps. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Hein. Quand ils pleurent, vous leur faites une clownerie et puis c'est reparti, ils rigolent. Et puis même, ils passent très vite à autre chose. Enfin voilà, c'est en fait l'enfant dans son fonctionnement où il est gens qui rient, gens qui pleurent, mais régulièrement et majoritairement du temps dans la joie, c'est parce que c'est notre émotion de base et c'est celle de notre vie d'humain. Qu'est-ce que ça a comme intérêt, la joie? En fait, elle favorise un accroissement de l'énergie. Et elle a un rôle de frein sur les autres systèmes émotionnels, tout ce qui est tristesse, colère, peur, tout ça c'est beaucoup moins intense. Et ça désactive les mémoires traumatiques. Il y a une sécrétion d'endorphine aussi quand on est joyeux et en particulier quand on rit. Et cette hormone-là, elle est responsable du bien-être. En fait, elle donne une détente tout de suite. Et donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est qu'en fait, que la joie, en fait, elle peut, en vous autorisant à accéder à des moments joyeux, même s'ils sont peu fréquents, mais vous pourrez aussi les provoquer de manière de plus en plus fréquente, mais en vous autorisant à ça, en fait, c'est votre médicament pour traverser ce deuil. J'espère que je vous ai rassuré sur le fait que vous n'oublierez pas votre bébé et que j'essaye là de vous inviter à vous dire, mais essayez de vous autoriser à la joie. Peut-être que une heure après, vous serez de nouveau tristounette, mais ça sera toujours ça de prix. Ça va vous faire du bien. Ça va temporairement vous calmer votre émotion de tristesse permanente. Ça va aussi vous aider à mieux connecter avec les autres, avec votre entourage, ou peut-être vous êtes dans un moment où vous êtes plutôt dans l'isolement parce que vous avez besoin de ça. Mais en étant plus joyeuse, les autres auront peut-être plus envie d'être là. Et vous allez améliorer votre travail de deuil et raccourcir votre période intense de deuil. Hein. Enfin, on parle toujours de faire un deuil. Non, s'il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Un deuil, c'est pour toujours, mais il y a une partie douloureuse et une partie sereine, et le reste serein. Donc, la joie, elle va vous permettre de réduire cette partie douloureuse du deuil pour reprendre le cours de la vie. Et l'invitation que je vous fais, c'est d'abord de vous autoriser à sourire et même à rire. Alors, il y a des thérapies qui sont comme ça, qui est la thérapie du rire, mais il peut y avoir quelque chose que vous pourriez vous faire même... pourquoi pas vous mettre une alarme, si mon truc vous parle, vous mettre une alarme sur le téléphone toutes les heures, et à chaque fois que l'alarme sonne, je me redresse, je respire et je souris. Comme si vous souriez à votre bébé, comme si vous le voyiez ailleurs. Juste ça a l'air de rien, juste ça, se redresser,
respirer et sourire. Même si c'est un sourire forcé, même si c'est un sourire figé, même s'il sonne creux, eh bien, en fait, le fait que votre visage exprime la joie, eh bien, il informe votre cerveau que l'émotion de la joie peut être activée. Donc, vous pouvez activer comme ça, si vous n'avez rien de drôle sous le coude, eh bien, vous pouvez le faire vous-même. Et voilà, le matin à la salle de bain, vous êtes en train de vous préparer, vous voyez votre tête pas forcément de pleine forme, eh bien, dites-vous, tiens, si je me faisais un sourire, et je respire et je me fais un beau sourire. Et puis essayez d'aller même jusqu'au rire, ce rire complètement idiot. C'est bon. Voilà, je suis l'air un petit peu à côté de la plaque là, mais ça peut se faire aussi. Faites-le quand vous êtes toute seule, quand il n'y a personne. Essayez un truc comme ça et donnez-moi des nouvelles. Mais vous vous faites une tranche de rire, même si au départ il est complètement débile. Euh, Quand vous allez l'esquisser, ben vous allez le continuer et peut-être même que vous allez rire pour de vrai et ce sera plus dans le rire forcé. Vous pouvez le faire avec votre conjoint. Tiens, si on se faisait un exercice de rire. Enfin, vraiment, je vous invite à essayer de jouer avec ça, même si ça sonne faux. En fait, ça va parler quand même à votre cerveau et ça va faire du bien immédiatement, je vous assure. Ne me croyez pas, faites-le et donnez-moi des nouvelles. Et ça, en fait, de revenir dans la joie, ça va vous aider donc à raccourcir cette période douloureuse du deuil parce que, en fait, l'étape ultime du processus, c'est l'acceptation. C'est accepter que votre bébé soit mort, accepter l'inacceptable, mais en même temps, c'est là. Donc, il y a un moment, l'acceptation, c'est tant qu'on n'accepte pas, on lutte contre la réalité. Et dans cette lutte, c'est vous qui trinquez. La réalité, elle ne changera pas. Et progressivement, commencez à accepter en désactivant les mémoires traumatiques, en accédant au rire, en vous autorisant à sortir au cinéma, Europark, à je sais pas quoi, dans un parc d'attractions, à rigoler si vous avez d'autres enfants. Et ça, c'est tant mieux parce que ils vont vous challenger là-dessus parce qu'ils ont toujours des trucs rigolos à faire et puis ils ont envie de vous voir rigoler, donc ils vont vous solliciter. Autorisez-vous ça. Et ça va vous aider justement à accepter ce deuil de bébé. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est que la mort. Et il y a beaucoup de croyances, de mythes, et en fonction de vos croyances, bien, ça peut être du rien, mais ça peut être aussi un ange, ça peut être une autre forme, ça peut être une connexion très spirituelle où je ne sais pas où tu es, mais je t'entends. Euh, je continue du coup, moi je vous ai parlé de mon papa, je ne parlerai pas des enfants, mais je vous ai parlé de mon papa, il me parle toujours, ça fait 40 ans qu'il n'est plus là. Il me parle toujours, il est toujours présent, j'ai un lien avec mon papa, et pourtant je l'ai très peu connu, je l'ai connu que 16 ans. Euh, et j'avais envie de vous dire une petite histoire, c'est l'histoire de la chenille et du papillon. En fait, imaginez qu'on était au pays des chenilles, qu'on est tous des chenilles, et un beau jour, eh bien, vous voyez votre chenille voisine, il n'y a plus de chenille, il n'y a plus qu'une enveloppe. Et là, vous êtes super triste parce qu'il n'y a plus de chenille. Mais est-ce que la chenille est morte? Vous savez bien qu'elle est devenue papillon. Eh bien, c'est une invitation peut-être à réfléchir à la mort d'une autre manière. Le corps physique n'est plus là, c'est vrai, mais quelle transformation il y a? On ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, ben, qu'est-ce qui fait le plus de bien? Est-ce que ce qui fait du bien, c'est de dire qu'il n'y a plus rien? Ou est-ce que, et c'est peut-être faux, ou est-ce que ce qui fait du bien, c'est de se dire qu'il y a une autre forme qui peut prendre naissance, qui a pris naissance, et que je peux y accéder? Et même si c'est faux, si ça fait du bien, tant mieux. C'est peut-être bien de choisir des croyances qui font du bien. Une invitation à une autre réflexion. C'est une invitation, vraiment le décès, vous venez de toucher très près la finitude de la vie et c'est ça qui est très troublant, d'autant plus que bah, vous êtes encore jeune. Euh, et ça invite à beaucoup de réflexions sur le sens de la vie. Et, et le sens de la vie,
personnellement, je crois profondément que c'est la joie. La joie pour pouvoir aussi créer quelque chose dans ce monde, parce que la joie nous donne de l'énergie. Sans énergie, on peut rien créer. Et si on est là, incarné sur Terre, c'est pour contribuer, c'est pour faire quelque chose, c'est pour... voilà, notre vie a du sens. Voilà, comment est-ce qu'on peut lui donner encore un autre sens dans le lien avec les défunts? Et quand l'acceptation de ce deuil-là est faite, eh bien en fait, ça permet de reconstruire un autre lien, ce lien spirituel dont je vous parlais, et qui est un lien d'amour inconditionnel. Votre bébé il sera toujours dans votre cœur. En tout cas, il sera toujours là, c'est certain. Voilà, donc on dit que le processus de deuil, il prend du temps. Certes, c'est un processus physiologique, et dans sa physiologie, il a son propre rythme. Mais ce rythme-là, il est complètement variable et il est variable sous l'influence de nos croyances. Nos croyances, on en a tous plein, des croyances qui sont super intéressantes parce qu'elles nous permettent de vivre bien, des croyances qui le sont moins parce qu'elles nous limitent, elles nous recroquevillent, elles ne nous permettent pas de faire des choses hyper intéressantes. Et parfois, en fait, les challenges de la vie, eh bien, ils viennent rechallenger nos croyances. Donc, voilà, peut-être que c'est l'occasion de rechallenger vos croyances autour de la vie, de la mort, peut-être de les retravailler et d'en créer de nouvelles qui vous seront plus utiles, en tout cas qui vous permettront de vivre mieux, plus heureuse. Alors ce processus-là, on peut le faire seul, bien sûr, et c'est ça le côté repli, recul, tristesse qui nous invite à la réflexion perso. La difficulté, c'est que la réflexion perso, elle a ses limites parce que justement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et donc on ne voit pas les choses qui sont cachées dans nos têtes. Et du coup, c'est tout l'intérêt de l'accompagnement par un professionnel et je trouvais important de le remettre là. Si vous êtes dans ce processus de je m'interdis d'être heureuse, j'ai pas le droit, je j'arrive plus à accéder dans la joie, je suis bloquée quelque part, eh bien, mon invitation, c'est de vous faire aider parce que dépasser le deuil, ça va vous faire contacter aussi une puissance personnelle qui est assez incroyable. Tous les parents que j'ai accompagnés, moi aussi, euh, et on développe une puissance incroyable parce qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Alors c'est une maigre consolation, et c'en est une vraiment. Et cette puissance, c'est chouette d'aller la contacter, de la trouver et de voir comment justement ce deuil a pu nous forger aussi pour nous préparer peut-être à d'autres challenges qui nous attendent dans la vie. Et donc tout ce travail-là, eh bien, ça peut être très intéressant de le faire avec un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil, qui va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux mettre vos pensées en lien et à leur donner plus de sens et à dépasser ce moment où vous êtes coincé, je dois être triste. Non, c'est pas une obligation. C'est ok si vous y êtes. Tout ce que vous ressentez, tout est juste dans la mesure où vous le ressentez. Ne vous jugez pas pour ce que vous ressentez. Mais par contre, si ce live vous a permis une prise de conscience, l'invitation, c'est vraiment à vous dire, mais c'est possible de faire autrement. Je n'oublierai pas mon bébé. Au contraire, je vais aller mieux, peut-être plus vite. Et ça me permettra justement de recréer ce lien qui me manque tant d'une autre manière et d'aller mieux et de continuer ma vie pour lui donner du sens et finalement d'honorer la vie de votre petit qui est parti et peut-être qui vous regarde quelque part. Il sera très très fier de ses parents s'il les voit dépasser tout ça malgré la tristesse. Qu'est-ce que vous laissez aussi comme empreinte à vos autres enfants quand vous allez raconter à vos autres enfants, peut-être les aînés, peut-être ceux qui viendront après? Ben oui, papa et maman, ils ont vécu un deuil, ça a été terrible, mais on s'en est relevé et on est encore plus fort aujourd'hui. C'est extrêmement inspirant aussi. Qu'est-ce que va penser aussi votre entourage? Va se dire, waouh, quand je vois comment ils étaient au quatrième dessous à une époque, et ce que vous êtes devenus, mais qu'est-ce que vous êtes inspirant. Voilà, et ça c'est pour pas vous bloquer dans la croyance. Si je suis triste, si je suis plus triste, on va penser que je n'aimais pas assez, mais si vous arrivez à dépasser peut-être votre deuil plus rapidement pour être mieux plus vite, est-ce que plutôt que d'avoir peur d'être critiqué,
vous ne pourriez pas remplacer ça par la pensée d'être je serai plus inspirant. C'est une invitation. Voilà, ce live est terminé. J'espère que je vous ai apporté de la valeur, que je vous ai aidé à réfléchir, euh, que j'ai pas trop heurté vos sensibilités, même si je sais que par moments, peut-être j'ai un tout petit peu challengé, mais c'est aussi mon travail de coach. Peut-être c'est ça le boulot d'un coach, c'est de challenger pour aider l'autre à avancer. Parce que c'est pas dans la facilité qu'on se développe, c'est dans l'adversité. C'est pas quand on soulève juste une feuille de papier qu'on arrive à faire du muscle, c'est en soulevant des choses plus lourdes. Et donc l'esprit c'est pareil, c'est pas dans la facilité qui se forme et qui se forge, c'est dans les choses un petit peu challengeantes. Et voilà, donc du coup cette fois-ci j'étais volontairement peut-être un petit peu plus dans mon rôle de coach pour vous, pour vous montrer qu'il y a une autre voie possible, euh, qui est tout aussi jolie, tout aussi inspirante, et qui, en tout cas, vous connecte tout autant à votre enfant, mais d'une manière qui est beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus dans la vie. Et, euh, et c'est une empreinte que vous pouvez laisser après dans votre entourage et vous pouvez devenir quelqu'un d'extrêmement inspirant. Voilà, je vous laisse sur cette note si je vous ai inspiré.